Vraiment, on a un départ en feu là, avec les présentations que vous nous avez faites. Merci beaucoup. Ça nous fait franchement réfléchir. Déjà, il y a un million de choses que je veux partager avec vous aujourd'hui, puis on n'aura pas le temps, alors je vais essayer de m'en tenir aux éléments que j'avais anticipés. Monsieur le doyen, toute l'équipe de direction, à vous tous et à toutes, et à tous ceux aussi du réseau qui sont ici aujourd'hui et qui, à tous les jours, accompagnent l'université dans sa grande mission d'enseignement et de recherche. Je veux vous saluer, vous dire merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui et féliciter la faculté pour son leadership dans le domaine de l'amélioration, l'innovation pédagogique. 15 ans de ce rendez-vous, c'est pas rien. Et ça témoigne très clairement de l'importance que vous accordez au sujet et que vous accordez aussi à votre propre formation. Hein? La formation, c'est pas juste pour nos étudiants. Ça nous concerne, nous aussi, et d'avoir et de prendre des moments pour s'inspirer, acquérir de nouvelles pratiques, voir comment on peut faire mieux. C'est franchement, pour moi, très, très encourageant et puis ça m'inspire beaucoup. Alors, c'est pour ça que j'ai souhaité être avec vous aujourd'hui et vous dire merci. Vous savez, à chaque année, j'ai un plaisir fou, là. Ça a commencé, quand j'étais professeure, je me présentais à la collation des grades. Maintenant, j'ai un privilège particulier qui est celui d'être la personne qui remet le diplôme à chacun de nos diplômés. Et à chaque fois, j'ai beaucoup d'émotions à ce moment-là. Je vis beaucoup d'émotions parce que je pense à chaque fois, pour chacune de ces personnes, et je me dis, cette personne a choisi l'Université Laval. Elle est venue et elle nous a fait confiance pour un grand pan de sa vie, hein? Un grand pan de sa vie professionnelle, mais aussi personnelle, parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'université, particulièrement à l'âge où les jeunes viennent chez nous. Mais pour chacun d'entre eux, vous avez été une personne déterminante. Et la faculté de médecine donnera à peu près 500 personnes auront un diplôme cette année, année après année, et c'est vous qui avez permis la réalisation de leurs rêves. C'est vous qui les avez accompagnés dans le développement de leur personne professionnelle, mais aussi comme personne. Elles ont développé des compétences. Elles ont appris à vivre et à faire une adéquation la plus positive possible entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et c'est quand même assez significatif. Alors, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, cette illustration, mais je pense que c'est important de le rappeler. Hein? Il y a deux travailleurs qui cassent des pierres et on demande à un « Qu'est-ce que tu fais? » Il dit « Je casse des pierres. » On demande à l'autre, il dit « Je construis des cathédrales. » Alors, c'est un peu ça qu'on fait. Et c'est dans cet esprit-là que je veux aborder la rencontre aujourd'hui parce que vous ne donnez pas des cours, vous accompagnez des gens dans leur parcours de vie, vous leur transmettez des connaissances, vous les inspirez, vous les aidez à se développer, à mieux comprendre qui ils sont, à mieux avoir une meilleure conscience de l'environnement et à aller au bout de leur capacité, de leur ambition, au rythme où chacun et chacune d'elles peut le faire. Et ça, c'est extrêmement important. C'est l'ADN de l'Université Laval. Ça va continuer de l'être. Puis il faut adapter continuellement nos façons de faire pour le faire mieux dans des environnements qui sont difficiles. Puis particulièrement dans votre secteur, les dernières années ont amené beaucoup de turbulences et très clairement, vous avez à vous adapter, à trouver de nouvelles façons, à vous repositionner dans une structure qui est en mouvement. Mais s'il vous plaît, dans tous ces changements-là,
Ne perdez jamais, jamais la flamme. Ne perdez pas le sens de ce qu'on fait à tous les jours à l'université, avec vous, avec les milieux d'enseignement, dans nos établissements de santé. Ne perdons jamais le sens parce que c'est génération après génération. C'est incroyable, là. Pensez-y, là. La première année, on arrive comme professeur à l'université, puis on a la chance de former. La première fois, là, on en a 50 devant nous, là. Puis là, on donne notre cours. Puis là, on ne réalise pas trop, on est plutôt nerveux, puis on est plutôt focalisé sur le contenu, puis sur le cours. Puis peut-être plusieurs d'entre vous auront vécu la même expérience que moi, mais vous aviez préparé 3 heures de cours, puis vous l'avez offert en 45 minutes. Là, vous êtes retrouvés devant la classe, vous avez dit « Oups, il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné aujourd'hui. » Et avec le temps, vous avez commencé à réaliser que à coup de 50, 100, 200, 1000, 2000, puis au bout de 10 ans, puis au bout de 20 ans, vous avez inspiré tellement de personnes. Vous avez eu une influence sur la vie de tellement de personnes. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas une classe, c'est des personnes qui sont devant nous, et ça, vous savez le faire. Puis la faculté de médecine, de tous les temps, a été un leader. Par votre approche, par votre façon, c'est votre métier de prendre soin des gens. Alors, ça va au-delà c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous savez faire, et continuez de partager aussi avec le reste du campus ce savoir-faire. Parce que vous, peut-être que vous le sentez, peut-être d'autres sont plus loin de ça, mais de tous les temps, vous avez aidé notre université à s'améliorer et à se développer. Maintenant, l'enseignement, c'est notre mission, c'est notre cœur métier. On a développé une stratégie particulière à l'Université Laval. On fait même la recherche à travers l'enseignement. Hein? C'est l'enseignement pour et par la recherche, et c'est la recherche par et pour l'enseignement. On a trouvé la façon d'unir ces deux grands pans de notre mission. Mais actuellement, on a des défis. On a des grands défis. Premièrement, on a le défi de partager la connaissance au plus grand nombre. Vous savez, c'est assez paradoxal de voir que on a accès, on développe à tous les jours des connaissances dans nos milieux, mais que ces connaissances sont difficilement accessibles aux communautés pour lesquelles on les a développées. Les communautés plus marginalisées, les premiers peuples, hein, qui ont des espérances de vie beaucoup plus courtes que nous, qui n'ont pas les moyens de payer les publications scientifiques parce qu'elles coûtent trop cher. Ils n'ont pas accès aux maisons d'édition. Ils n'ont pas accès à nous, ils ne nous entendent pas. C'est vrai avec le Nord, c'est vrai avec l'Afrique, c'est vrai avec Québec, c'est vrai avec les communautés de Québec qui sont en difficulté. Donc, dans notre pratique d'enseignement aussi, il faut prendre conscience qu'au-delà de cette formation, on doit se préoccuper de ces enjeux et trouver les façons de partager cette connaissance au plus grand nombre. Et ça, pour moi, c'est une mission importante que je vais continuer de pousser et de m'y investir fortement. Et ça se passe notamment par la rencontre, la synergie avec les milieux, tous les jours. L'autre grand défi, et c'est celui que vous avez mis à l'agenda aujourd'hui, celui du changement. Le monde vit de grands bouleversements. C'était fantastique, les vidéos que vous avez mis. Hein?
il y a des bouleversements pour lesquels on se dirait, vous pourriez dire, les changements climatiques, ouais, c'est sûr qu'on vit ça, mais ça ne concerne pas la faculté de médecine. Mais non, ça concerne la santé des gens tous les jours. À tous les jours, vous le savez, les épidémies, les ruptures, le manque d'accès à l'alimentation, les ruptures dans les services, etc. Alors, l'ensemble des grands défis de société concernent la faculté. Et ces bouleversements sont importants aujourd'hui. Et en particulier, de par ma formation, j'ai envie de vous parler des bouleversements dans le monde technologique. On a une vague de technologies qui s'en vient. On les appelle les technologies de rupture. On parle d'une période de rupture. Est-ce que c'est la première fois que ça va arriver? Non, c'est la 6e fois qu'on va vivre une arrivée massive de technologies de rupture. Pourquoi on parle de rupture? On dit, on arrive toujours des technologies, on invente toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose de nouveau. Mais c'est parce qu'on sait que les découvertes qui ont été faites dans les dernières années ont créé des capacités de base technologiques qui vont décupler la capacité d'innovation. Quand on a inventé la machine à vapeur, on a changé complètement le monde industriel. Quand la pétrochimie est arrivée, on a eu un impact incroyable sur la vie des gens, la mobilité des gens. Quand l'hydroélectricité est arrivée, ça a été une révolution. Quand les ordinateurs, plusieurs d'entre vous vous souviendrez certainement de l'arrivée des ordinateurs, peut-être plus de 1994, quand l'Internet a été démocratisé, puis c'est devenu accessible au commun des mortels, particulièrement à nous. Et là, qu'est-ce qui s'en vient? À chaque fois, il y a eu une vague. Pourquoi on parle de vague? Il y a eu une courbe comme ça. Vraiment comme une vague. La première étape de cette vague-là, rupture, crise géopolitique à l'échelle de la planète. À chaque fois. Des fois des guerres, des fois des crises économiques, toutes sortes de situations extrêmement difficiles. Il y a eu la course à la maîtrise et à la compétence pour pouvoir décider des meilleurs usages de ces technologies dans nos sociétés. Donc, d'une part, oui, savoir comment elles fonctionnent, mais de loin le plus important, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'allons-nous en faire de ces technologies dans le monde de la santé? Comment allons-nous développer la compétence chez nos étudiants pour être capable de se poser ces questions-là, de se préoccuper, de se sentir responsable de faire ses choix? Parce que je peux vous dire, là, on va être devant une panoplie de choix, d'options, et ce sera à nous, à vous, d'amener les gens à être capables de faire ces choix. Chacune de ces vagues-là, alors, qu'est-ce qui se passe dans les pays? Puis vous le savez actuellement, c'est des milliards de dollars investis dans la capacité d'acquérir la compétence, de développer le tissu capable d'exploiter cette technologie. Quelles sont-elles? L'intelligence artificielle, l'impression 3D, l'automatisation, la robotisation. Qu'est-ce que ça change dans la vie des gens? Vous savez, ces vagues, la première vague, la machine à vapeur, là, son effet, parce qu'après la crise, là, les pays qui ont développé leur capacité d'acquérir et ont été smart dans les usages, sont devenus plus riches. À chaque crise, il y a eu une redistribution de la richesse sur la planète. Le pouvoir économique a changé. Et à chacune de ces étapes-là, évidemment, après, il y a eu une croissance économique. Et au début, ça durait 60 ans
La machine à vapeur, là, son effet là, dans sa vague a duré 60 ans. Donc, les universités ont eu la capacité de prendre 15-20 ans pour s'adapter, puis commencer à intégrer dans leur formation les possibilités technologiques, puis former, puis introduire ça. La deuxième a duré 50 ans, la troisième 40. Et celle-ci, là, qui est à nos portes, on anticipe qu'elle durera entre 15 et 20 ans. Développer un programme à l'Université Laval aujourd'hui, ça prend entre 7 et 10 ans. Certains ont pris 15 ans. Dans 15 ans, là, oubliez ça. Premier grand défi, être capable d'être plus agile, plus vite sur nos patins, plus capable de moduler, d'adapter nos contenus, ça va être extrêmement important. On sait que 60% des emplois aujourd'hui vont profondément être transformés. Alors, vous pourriez dire, non, pas en médecine. Je pense que oui. Je pense que ça va être comme dans l'enseignement, ça va être comme dans le monde des finances, ça va être comme partout ailleurs. La bonne nouvelle, puis il faut être optimiste, puis c'est mon caractère, je pense que j'ai bien de la misère à être pessimiste. Alors, dans chacune de ces vagues-là, il y a eu de la croissance au niveau des emplois. Il n'y a pas eu de perte d'emploi. Il y a eu des transformations dans le monde de l'emploi assez significatives. Et puis, on peut s'attendre à ce que ces transformations nous touchent de plein fouet. On pense que, et puis l'Université Laval, à cet effet, est un précurseur. Vous avez vu, on a mené un grand congrès, le tsunami numérique, les enjeux sur l'emploi dans la région de Québec. On est très à l'avant-scène de ces questions, puis on pousse plus loin notre compréhension, mais on sait que les métiers vont s'hybrider. Ils vont s'hybrider. Alors vous parlez d'interordre, vous parlez de multidisciplinarité, vous parlez de nouvelles perspectives, de potentialités. J'ai envie de vous inviter à continuellement réfléchir à quels seront les métiers du futur dans vos secteurs. Il ne faut pas attendre qu'ils arrivent. Il faut que nous les définissions, c'est notre rôle. On est là-dedans, là, nous. On est dans l'accompagnement, mais la façon dont vous enseignez, qu'on enseigne, qu'on accompagne nos gens, définit les métiers du futur. Alors, ils s'en viennent, ces métiers, et vous aurez beaucoup à faire. Très certainement, vous allez me dire, oui, mais on ne les connaît pas encore. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, il faut travailler sur ces compétences qui vont faire la différence. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez parler de ça. Apprendre à apprendre, avoir envie d'apprendre, être capable d'apprendre tout seul, être stimulé par cette tâche qui fait partie du quotidien d'un professionnel, se sentir responsable face à son environnement, être conscient, développer la conscience de son milieu, avoir envie et être capable de faire face à des situations complexes. Le monde n'est pas blanc et pas noir. Hein? Tout seul, là, moi je dis toujours, je suis ingénieur mécanique. C'est certainement pas les ingénieurs mécaniques qui vont définir l'avenir d'une population, même si celle-ci fait face à des défis technologiques. C'est certainement pas des ingénieurs mécaniques. Ils vont avoir une contribution, mais très clairement, c'est tout cet environnement, cette multidisciplinarité. Donc ça, c'est les grands défis pour les universités. Autre grand défi, aussi associé au numérique, vous savez, vous avez entendu parler des MOOC ou des FLO, hein, les formations en ligne ouvertes à tous. C'est quoi ça? C'est des cours niveau universitaire offerts gratuitement sur des plateformes numériques ouvertes à tous, des cours offerts par toutes les universités du monde.
Il y a une plateforme, elle s'appelle Coursera. Sur Coursera, on offre des cours en ligne, on en offre 1400. Là, mes chiffres sont peut-être un peu... je suis peut-être en retard parce que ça va à une vitesse folle. Mais la dernière fois que j'ai regardé, 1400 cours gratuits, des cours universitaires offerts à tous. Des cours offerts par 140 universités. Stanford, Berkeley, UBC, parmi les meilleurs au monde. Savez-vous combien il y a d'apprenants sur ces plateformes? Sur cette plateforme, celle-là, il y en a 24 millions. Le monde change. Alors, les étudiants ont accès à des formations gratuites en ligne. Et là, ce qu'on retrouve, un phénomène aux États-Unis qu'on voit apparaître, c'est que certaines personnes décident d'être self-educated. Devant cette panoplie de formations en ligne gratuites, ils décident de construire leur propre trajectoire éducative. Ils disent, moi, je vais partir de là, je vais aller là. Au début, on disait, ben voyons donc, quelques-uns vont faire ça, puis c'est sûr. Ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelques entrepreneurs qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'université, qui ont fait ça, qui sont très riches aujourd'hui, qui ont de grandes entreprises, qui ont appris comme ça. Alors, le monde change et très certainement, nous devons apporter une valeur ajoutée significative au fait que nous, on offre à la fois toute la puissance des technologies, on définit les usages de celles-ci pour un meilleur apprentissage, une personnalisation de cet apprentissage, mais on utilise toute notre force humaine, la relation humaine. On croit profondément que l'expérience universitaire est avant tout une expérience humaine, mais que cette expérience-là peut être enrichie et doit l'être de façon très audacieuse, innovante d'une capacité technologique. L'environnement numérique, il explose. Et encore là, vous êtes des champions. Vous développez les formations en ligne. Mais au-delà de ça, vous développez des espaces d'expérience. Apprentice. Pour certains, apprentice, c'est pas... Il n'y a rien de numérique là-dedans. Parce que le focus, c'est l'apprentissage, c'est la mise en contexte, c'est d'apprendre, d'être dans un environnement qui permet de vivre une expérience médicale dans un contexte contrôlé. Mais derrière ça, c'est toute une capacité numérique qui a été conçue, réfléchie par vous, qui est smart, qui est dans cette logique d'un usage optimal pour améliorer la formation. On voit aussi arriver des nouvelles universités. En fait, je ne sais pas à quel rythme se créent les universités actuellement, mais on n'est pas capable de dire exactement combien il y en a. Plusieurs disent qu'il existe entre 20 000 et 30 000 universités dans le monde, et celles-ci se développent continuellement. Ce qui amène aussi une mobilité internationale fantastique. Alors, celle-ci, là, on anticipe que d'ici 2023, elle aura doublé la mobilité étudiante internationale. Au Canada, on a une attractivité qui est en très, très forte croissance actuellement. Les étudiants partout de la planète viennent chez nous. À l'Université Laval, on a une croissance de 5 % par année. On n'est pas encore dans le coup. On n'est pas encore dans le coup. Alors, comment on va faire pour intéresser, attirer ces étudiants chez nous? Comment on va faciliter les intégrations dans les ordres professionnels? Comment on va s'assurer que quelqu'un qui vient d'ailleurs
peut avoir accès à de la formation continue, de la formation tout au long de sa vie. Grand défi. Grand défi. Les 24 millions de personnes dont je vous parlais tout à l'heure sur Coursera, 80% d'entre elles détiennent un diplôme universitaire. Elles sont inscrites dans un mouvement tout au long de la vie. À l'Université Laval, il y a 38% de nos étudiants, 38% de l'ensemble de nos étudiants et étudiantes qui sont inscrites dans la formation tout au long de la vie, qui ont décidé sur le tard de venir à l'université, qui ont décidé de revenir faire un certificat, faire une maîtrise, qui ont décidé de s'inscrire à la formation continue, qui ont décidé de s'inscrire à l'université du troisième âge. 38% de nos étudiants. Le développement à l'université de la formation tout au long de la vie, c'est fondamental. C'est un gros morceau du changement. Si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre va s'occuper de nos diplômés. De nos diplômés. Allons-nous abandonner nos diplômés en disant, ben là, vous avez appris à apprendre, apprenez. Tout est là, là. Non. Il faut être là pour nos diplômés tout au long de leur vie. Il faut qu'ils soient capables de nous faire confiance tout au long de leur vie. Puis les besoins vont changer. Alors, c'est un grand défi pour nous. Vous êtes là. Vous savez, dans différents secteurs de la médecine, c'est obligatoire. Alors, photo première loge, c'est obligatoire en plus. C'est quand même plus facile d'offrir des propositions. Mais sur notre campus, c'est réellement un défi. L'autre défi qu'on a, c'est que nos formations ont été construites de façon... Je vais simplifier, puis choquez-vous pas, là, je sais pas pour minimiser ou simplifier de façon extrême, mais on a eu, et puis c'est tout à fait normal, là, on a été dans l'ère du temps, mais on a pensé nos formations sur des disciplines. Hein? Au début, on développait une formation dans une discipline. Après, on a dit, on va développer une formation professionnelle, professionnalisante. Puis on a travaillé avec les milieux, puis les autres professionnels sont arrivés, puis on a protégé les publics, puis on a établi des paramètres pour que dans certaines professions, comme celles liées à la médecine, on avait un encadrement, on avait des contenus, on avait des agréments qui permettaient et qui visaient de maximiser l'excellence de l'ensemble de notre offre, de notre accompagnement, puis de la prestation de services après, quand les gens avaient le droit d'exercer leur métier. Aujourd'hui, on fait face à de grands défis de société. Puis, on a vu le défi des changements climatiques. À Québec, on a entendu parler, je vais en prendre un dossier chaud à Québec, qui est celui de la mobilité durable. Le dossier du vivre ensemble, celui de nourrir la planète. Puis je pourrais continuer, Puis là, on dit, est-ce qu'il y a un diplômé de baccalauréat à l'Université Laval qui est capable, qui a été formé pour relever un de ces défis? Et on se rend compte que ça prend plusieurs années d'études parce que, au niveau de notre formation, on n'a pas encore pleinement capturé cette logique-là de former des personnes qui seront capables de mener des grandes transformations de société en mettant dès le départ, le jour 1 de leur formation, un programme qui vise à faire ça. Alors, si on est dans la mobilité durable, vous comprenez que ça veut dire qu'on a des formations, évidemment, sur l'aménagement du territoire,
sur les modes de vie, la sociologie, sur l'économie, la fiscalité, l'économie active, sur les modèles collectifs, d'incitatifs. On a des formations en ingénierie, en génie civil. On a des formations sur l'inclusion parce que les transports publics, c'est pour tout le monde. Donc, alors, et puis, on a des formations en leadership, en gestion de projet, on a des formations en mobilisation, alors là, on dit, comment qu'on fait ça? Alors, on a proposé le chantier d'avenir et on va ajouter à notre capacité à l'université de nouvelles formations, puis on va le faire ensemble. Donc, ce qu'ont fait d'autres universités dans le monde, c'est qu'ils ont créé des nouvelles universités. Donc, MIT là, est en train de créer une nouvelle université à côté parce qu'ils ont dit, on n'est pas capable de faire ça avec notre vieille université. On a des traditions, c'est classique, on a des facultés, on a des silos, on a des disciplines. C'est trop compliqué. Moi, à l'Université Laval, notre ADN fait qu'on est capable de faire ça. On est capable d'ajouter à nos propositions quelque chose d'innovant. Puis c'est certainement pas la rectrice qui va dire quoi. Puis c'est certainement pas l'équipe de direction qui va dire quoi. On va le faire ensemble. On va l'expérimenter. On s'est donné un laboratoire pour arriver à faire ça. Et encore une fois, je sais pertinemment, on a reçu plus de 100 propositions. Alors, des fois, on fait des choses, puis c'est un peu, hein, on sort de nos zones de confort, puis on se dit, ça va-tu marcher? Mais il faut le faire, donc on le fait. Je suis très, très, très heureuse, très contente. Puis, au-delà de ça, je suis très heureuse de voir que la faculté de médecine est engagée dans plein de projets. Donc, ça, c'est un enjeu parce que si nous n'allons pas là, d'autres vont le faire. UBC a commencé. D'autres universités ont déjà commencé. Mais nous, on est capable de le faire à notre façon. Le modèle Université Laval de façon très, très engagée. D'autres éléments que je veux partager avec vous, la mobilisation. Vous savez, dans le monde des organisations, pas juste dans le monde des affaires, là, dans les grandes organisations, l'enjeu numéro 1, c'est la mobilisation du personnel. C'est la mobilisation des professeurs, des enseignants, des partenaires qui sont clés dans nos missions. C'est la mobilisation de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Une chose que j'ai apprise dans mes études de MBA, puis que j'ai eu l'occasion de constater de nombreuses fois dans ma vie, particulièrement dans ma vie d'administratrice de société, c'est que on va faire un rough cut, là, juste une présentation un peu générale, mais en général, dans les organisations, il y a à peu près 30% du monde qui se lèvent le matin, là, puis ils ont hâte d'aller au bureau. Ils ont des projets, ils ont envie, ils travaillent avec les gens, ils sont dans cette lignée. Oui, il y a des problèmes, on résout les problèmes, on avance, on est emballé par la mission, par l'appel, par le sens de notre travail. Il y en a 20% qui rament dans le sens inverse de l'organisation. Ils et elles sont malheureux. Ils n'ont pas à bonne place. Ils n'aiment pas ça. Ça ne leur tente pas. Puis il y a 50% qui viennent. Moi, ce que je souhaite, là, c'est qu'on gruge le 50%. À tous les jours, c'est la mission que je vous donne. À tous les jours autour de vous, grattez le 50%. Engagez vos collègues. Aidez-les à s'engager, à voir ce qu'ils font. On va avoir la collation des grades, là. Dites-leur,
Dites à vos adjoints, à vos adjointes, à votre personnel, à vos étudiants qui vous aident dans vos cours, dites-leur, on a réussi ça cette année. L'université, on va diplômer plus de 11 000 personnes. On va avoir plus de 300 000 diplômés de l'Université Laval qui travaillent partout sur la planète. Dites-leur, on ne fait pas ça tout seul. On fait ça ensemble, on est une grande équipe. Il faut qu'ils aient envie. Je vous dis, là, si on engage un autre 10 %, vous allez moins travailler. Puis moi aussi. Puis ça va aller bien. Puis on va faire de grandes choses. C'est important. C'est important, cette mobilisation. Puis rappelons-nous qu'elle doit être axée sur l'étudiant, l'étudiante. Rappelons-nous toujours que ces gens viennent à l'Université Laval. Il y en a qui disent, je viens parce que c'est à côté de chez nous. Il y en a qui disent ça. Mais je peux vous dire, parce que j'en rencontre beaucoup d'étudiants, ils nous disent, c'est parce que c'est la meilleure, parce qu'on est fiers, parce que vous faites des choses différentes. Si vous saviez combien d'étudiants et d'étudiantes me disent, je viens à Laval parce que j'ai vu, j'ai entendu que vous étiez différents des autres universités. Vous offriez des expériences étudiantes uniques. L'expérience étudiante, ce n'est pas un concept, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. À chaque fois que vous faites un sourire à un étudiant, une étudiante, il comprend qu'il est important. Elle est importante. À chaque fois que vous lui donnez la main, vous comprenez ce que je veux dire, pour l'aider à franchir une difficulté, cette personne se souviendra de vous. À chaque fois que vous aurez envie, parce que vous détenez la connaissance. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, puis si quelqu'un dans la salle sait qui l'a dit, j'aimerais ça le savoir parce que je le cherche. Je peux pas vous dire à qui revient cette citation-là. Mais il y a quelqu'un qui a dit, à quoi ça sert d'avoir toute cette connaissance si on ne peut pas éclairer, si on n'éclaire pas et si on n'inspire pas. Hein? Dans le fond, ça nous sert à nous, oui, on peut dire « moi je suis connaissante », mais à un moment donné, ça vient avec une responsabilité que nous devons assumer au premier chef, mais aussi qui doit être transférée. Et ça aussi, la faculté, vous l'avez faite, cette notion de responsabilité sociale. C'est devenu contagieux sur le campus. Hein? C'est un virus qu'on veut attraper, qu'on veut avoir parce que ça met en valeur ce qu'on fait. Ça donne du sens à ce qu'on fait. Alors, dans cette mobilisation-là aussi, dans cet enjeu de mobilisation, à la recherche, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qui fait la différence? Et puis, très certainement, dans notre vie, une des décisions qu'on prend, puis je dirais c'est la décision probablement la plus importante. Vous me direz, voyons, Sophie, vous prenez des décisions importantes à la tête de l'université. Puis oui, mais la décision la plus importante, elle est prise dans les unités à tous les jours. C'est celle de recruter les bonnes personnes. C'est toutes ces nouvelles personnes qui se joignent à notre équipe et qui vont faire la différence, qui vont se joindre à vous, qui vont développer avec vous, qui vont faire en sorte que notre université sera meilleure, sera diversifiée, sera capable de se renouveler. Parce que le changement, c'est des gens qui le souhaitent, c'est les gens qui l'articulent, qui le réfléchissent. Le changement, là, c'est pas un tourbillon qu'on ne contrôle pas. Il y a une bonne partie, il y a une partie qu'on ne peut pas contrôler. Donc, il faut être résilient, il
faut être optimiste, il faut construire. Puis ça, il faut faire avec. Mais au-delà de ça, il y a une partie du changement qu'on contrôle, qui nous appartient et pour lequel on a besoin de nouvelles idées, de nouvelles ressources. Le statu quo, là, il n'est plus possible. J'espère que c'est clair dans ce que je viens de vous dire, en vous parlant des technos, en vous parlant de l'international, en vous parlant de grands changements, puis je n'ai pas adressé tout ce qui se passe dans le milieu universitaire, évidemment, mais j'ai partagé avec vous. C'est continuel. Mais vous savez quoi? Les universités ont toujours changé. C'est pas d'aujourd'hui, là. Je comprends qu'on puisse avoir l'impression qu'on n'est pas dans ce mouvement-là. Mais on a continué. Il y a quelques années, là, l'approche par les compétences, la première fois que quelqu'un a dit ça, il dit, ben voyons donc, de quoi qu'il parle? Puis aujourd'hui, vous êtes les champions de cette approche par compétences. Vous avez intégré, puis vous continuez de développer la pratique. Donc, les changements, ils sont là. Ils sont peut-être un petit peu plus pressants. L'environnement mondial se développe dans cette course à la connaissance. Pourquoi qu'il se crée tant d'universités dans le monde? Pourquoi qu'à chaque fois qu'il y a un premier ministre, une mission à quelque part, les universités sont à côté des chefs d'État? C'est parce que c'est important, parce que ça fait la différence. Ça fait la différence pour nos populations. Alors, mais qu'est-ce qui fait la différence pour attirer une personne chez nous à l'Université Laval? Que ce soit un étudiant, une étudiante, que ce soit un enseignant, un employé, un professeur. C'est clair que les professeurs sont clés. Ils sont fondamentaux. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi un professeur décide, cette semaine, on a annoncé le recrutement de 3 professeurs. Une, je crois, qui était de New York, un qui venait de Pékin, puis le troisième, Suisse. Pourquoi ces gens sont partis de l'autre bout du monde, puis ont dit « je m'en viens à l'Université Laval ». Ben, on peut dire ben, c'est parce qu'on est une université de tradition. C'est vrai. Un élément de notre tradition le plus important, c'est cette quête de l'excellence. C'est cette recherche d'offrir le meilleur tout le temps. Ça, c'est un pilier de notre tradition. Il faut continuer de garder ça dans notre façon de faire. Ce souci de l'étudiant, oui. Mais c'est l'énergie. C'est physique, cette affaire-là. On attire les meilleurs parce que quand ils arrivent dans l'unité là, pour se faire interviewer, ben les gens ne sont pas tous là, les bras croisés, puis la bine à terre, puis ah, ça tente vraiment de venir ici, nous autres, ouais, on va faire ça, là, puis j'espère que ça te tente d'enseigner au grand groupe parce que c'est ça qui t'attend en arrivant. Puis non, ils sont venus ici parce que quand on les a accueillis, on leur a montré de l'énergie. L'énergie, c'est important. Puis c'est vrai pour nos étudiants aussi. Les jeunes, là, ils veulent changer le monde. Puis savez-vous quoi? Ils vont le changer. C'est ce qu'on a de plus précieux, cette génération qui s'en vient, puis la prochaine, puis la prochaine. Je parlais aux jeunes d'affaires de Québec, je leur disais, c'était des gens d'affaires qui ont connu, certains avaient un bon lot dans cette salle qui était un peu plus expérimentés, qui avaient connu dans leur jeunesse la Révolution tranquille et qui étaient très fiers d'avoir fait le Québéking. C'est vrai, on a des générations qui ont fait la Révolution tranquille. D'autres ont fait C'était quoi le Québéking? Le Québéking, c'était dire au monde qu'on était là, qu'on faisait des affaires,
puis qu'on était de classe mondiale. Puis c'était une grande chose. Puis je disais aux gens d'affaires, j'ai la génération qui s'en vient, savez-vous ce qu'elle va faire? Elle va faire le Québéking durable. Puis je vous le jure, elle va le faire. Puis on en a envie, on en a besoin. Puis ça aussi, c'est significatif. Le leadership de l'Université Laval, dans cette grande vision d'un monde durable, équitable, socialement responsable, où la préoccupation et la conscience de l'environnement, du développement social et de l'économie ne sont pas en opposition, mais sont brillamment intégrés. Il n'y a pas beaucoup de place dans le monde où il y a une université qui est si développée par rapport à sa vision, à sa capacité de contribuer puis d'influencer le monde. Et puis la prochaine génération va faire ça. Et elle va faire encore plus de choses. Mais il faut y croire. Puis vous êtes les premières personnes, vous êtes aux premières loges pour que cette génération-là soit stimulée, inspirée, engagée, ait envie de faire plus avec la connaissance qu'elle aura acquis ici. Puis je veux vous remercier de faire ça tous les jours. Je veux vous dire que c'est un privilège pour moi de travailler pour vous, avec vous, de mettre en valeur à tous les jours sur toutes les plateformes, partout, l'incroyable talent de notre université, l'incroyable engagement de notre université à rendre l'expérience universitaire, particulièrement étudiante, la plus riche possible, la plus unique possible, parce que vous êtes des champions et des championnes, puis ça mérite d'être connu partout, partout. Alors, ça a été pour moi un privilège de recevoir cette invitation aujourd'hui. Je suis très heureuse. Écrivez-moi. Vous voulez me dire quelque chose? Écrivez-moi. Je ne vous répondrai peut-être pas dans la seconde, mais je vais vous lire, je vais apprécier vos idées, c'est certain. Alors, un grand, grand merci. Je vous invite à lire le plan stratégique. C'est notre plan. Ce n'est pas le plan de la direction. On l'a construit ensemble. Vous savez, on a on a fait des town halls, vous êtes présentés, 600 personnes. On a mis en place une plateforme numérique. On a reçu 300 propositions. Certaines avaient 50 pages. On a intégré tout ça, on a travaillé avec vous. On s'est engagé à tous les ans à présenter. Alors, on faisait des assemblées annuelles. Il y avait peut-être une vingtaine de personnes où on présentait le rapport annuel. On ne fait plus ça. On va faire le rapport à la communauté. Les gens de la communauté sont venus écouter la présentation du plan stratégique. Les PDG des hôpitaux, les entrepreneurs, le PDG de Centraide, l'ensemble, les artistes, le politique, ils en ont envie. Ils ont envie de nous aider. Il faut qu'ils sachent qu'on fait à tous les jours. Et puis, on va travailler. Alors, on va faire ensemble un rapport à la communauté à tous les ans et on va célébrer ensemble nos succès à tous les ans. Alors, merci beaucoup, bonne continuité, puis bravo pour cette belle journée.